Bienvenue dans le débat de France 24 ce soir. Que s'est-il réellement passé mercredi dernier, le 3 janvier, en Tunisie? Officiellement, la police et l'armée se sont débarrassés d'une bande de criminels dans une fusillade qui a fait 12 morts et elle a procédé à 15 arrestations. Des affrontements du même ordre avaient déjà eu lieu et opposant cette fois cette même bande aux forces de l'ordre le 23 décembre de l'année qui vient de se terminer. En fait, cette version a été rapidement mise en doute et la presse tunisienne évoque aujourd'hui ouvertement la thèse d'un affrontement entre la police et un groupe terroriste salafiste qui préparait des attentats contre des objectifs touristiques. C'est l'occasion pour nous de donner un coup de projecteur sur la Tunisie ce soir, le pays proche, comme disait une publicité il y a quelques années, pays réputé pour sa douceur et sa modération, mais qui, depuis quelques années, s'est considérablement durci. D'un côté, comme en Algérie et au Maroc, le danger islamiste y est particulièrement tangible. De l'autre, le régime du président Ben Ali est maintenant considéré comme l'un des plus autoritaires du monde arabe, où les opposants sont particulièrement harcelés et même malmenés. Ce soir, la Tunisie s'explique sur France 24 avec Emna Soula, qui est membre du Conseil supérieur de la communication, c'est un organisme officiel en Tunisie, Oui. et vous êtes sénatrice. Le Sénat, c'est une deuxième chambre qui a été récemment créée en Tunisie. Et Monsef Marzouki, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez l'opposition démocratique, si je puis dire, puisque vous êtes représentant président, même je crois, du Congrès pour la démocratie C'est ça. et président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. D'abord avec vous, Madame Emna Soula, est-ce que vous avez la confirmation que ce qui s'est passé en Tunisie était plus, parce que quand on dit des criminels, était plus de l'ordre d'un affrontement entre la police et des islamistes qu'avec des vrais criminels? Ce qui est, il faut le dire, la piste salafiste est sérieusement étudiée. C'est-à-dire que par rapport à ce qui a été annoncé, la première Au version départ, officielle, c'est vrai. le régime revient un petit peu en arrière. L'enquête qui évolue. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des réticences au départ à évoquer d'emblée cette piste islamiste? Il me semble que dans tous les pays, quand il y a enquête, quand il y a une instruction judiciaire, il y a une rétention d'informations pour le bon déroulement. C'est comme ça qu'on justifie, enfin, la police, ceux qui sont chargés de l'instruction judiciaire jugent que pour le bon déroulement d'une enquête, il ne faut pas que des informations filtrent par-ci et par-là avant d'être vérifiées. Ce sont des événements qui sont extrêmement Sérieux. rares, sérieux mais extrêmement rares en Tunisie, et en même temps, donc on insiste Absolument. plus particulièrement sur la gravité parce qu'ils sont extrêmement rares. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que d'abord ces groupes sont constitués de Tunisiens ou ce sont des gens qui viennent d'autres pays? Les deux versions ont circulé. Eh ben, je crois que les deux versions sont valables. Il y a même, il faut le dire, on peut avancer qu'ils sont venus d'ailleurs également. C'est-à-dire d'autres pays du Maghreb, comme on a évoqué l'Algérie, on a évoqué aussi des éléments venus de Mauritanie. Est-ce que vous pouvez nous donner C'est plus possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. D'accord. Est-ce que vous savez s'il y avait des attentats qui étaient en préparation? On a évoqué des attentats contre des cibles touristiques, par exemple. Bon, de toute manière, ces groupes qui sont, il faut le dire, obscurantistes, et qui se trouvent partout dans le monde actuellement. Aucun pays ne leur échappe. Eh ben, leur visée en général, c'est cela. En tout cas, en Tunisie, on ne peut pas l'avancer et l'affirmer, mais c'est des groupes obscurantistes et On comprend, Madame Soula, que vous ayez, vous les Tunisiens, beaucoup de difficultés à évoquer ce problème, parce que c'est vrai que ça ne fait pas de la bonne publicité au pays, mais non, au fond, non comme vous seulement l'avez ça ne dit... fait pas de la bonne publicité, mais ce n'est pas dans le tempérament Ouais. du Tunisien. La modération et la pondération sont quasi génétiques chez le citoyen tunisien. Et donc, il est évident que, comme on le dit comme ça, il est évident de ne pas croire à ce qu'il y ait des choses pareilles en Tunisie. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que tous les pays arabes ou tous les pays musulmans connaissent, quel que soit le tempérament, on pourrait dire la même chose de l'Égypte, on pourrait dire la même chose du Maroc, connaissent Absolument. ce type de problème, mais l'évoquent peut-être plus ouvertement, plus facilement maintenant que les Tunisiens?
Et parce que aussi, on ne voudrait pas, on est en train de mener, de faire les efforts pour que ce genre de problème et ce genre de menaces, pour éviter ce genre de menaces à notre pays, parce que c'est un pays, vous le savez, un beau petit pays de 10 millions d'habitants, qui n'a pas de ressources naturelles, qui, euh, qui s'appuie, son économie s'appuie essentiellement sur l'effort de sa population. Qui était très en avance pendant très longtemps en matière de Absolument, droits civiques, de économique. droits de la femme, de droits économiques, et L'est toujours. mais qui a beaucoup reculé ces dernières années. Non, je ne le pense pas. Je pense que tout ce que vous avez évoqué comme droit se poursuit. C'est un processus qui se fait, qui avance, qui évolue. Nous espérons qu'il évolue plus rapidement. Ça, c'est tout être aspire à plus de liberté, etc. Mais nous menons la politique économique, sociale, culturelle même, pour que les choses évoluent dans le bon sens. On va voir avec l'exemple de Monsieur Marzouki qui, lui, d'abord va nous parler de son cas personnel et de ce qu'il vient de vivre récemment en Tunisie. Puis mais d'abord, je vais vous demander si vous avez des informations sur ce qui s'est passé, vous, par vos propres réseaux. D'abord, je voudrais m'inscrire en faux contre cette idée que le gouvernement ne parle pas aux Tunisiens parce qu'il est en train de faire une enquête, parce que nous vivons dans un pays de l'omerta, dans un pays où l'information est absolument secrète. Je rappelle que quand il y a eu les événements de Djerba, le gouvernement a mis 3 semaines pour accepter. La synagogue de Djerba. La synagogue a mis 3 semaines pour accepter que c'était un attentat terroriste et antisémite. Il a voulu faire croire n'importe quoi. Je veux dire que ce refus de l'information, de la vérité, de la réalité est quelque chose de tout à fait typique de ce gouvernement qui ment de façon systématique à propos de tous les sujets possibles et imaginables. Donc, ce qu'on peut observer dans le cas de ce qui s'est passé, c'est quand même si ça a été un retardement, une certaine volonté là qu'on voit ces derniers jours de faire un petit peu plus la transparence sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que même s'il y a eu des hésitations, ils y sont obligés parce qu'ils ne peuvent pas cacher de telles informations. Et là, en fin de compte, ils discutent entre eux pour savoir quelle est la manière la plus plausible pour faire passer d'autres mensonges. La population tunisienne ne croit absolument à rien de ce qui sort de ce gouvernement. Pourtant, ce serait tout à l'honneur de ce gouvernement, parce qu'apparemment, ils ont empêché des attentats de se produire. Non, mais écoutez, moi je voudrais rappeler une chose, c'est que ce gouvernement a rompu les relations diplomatiques avec le Qatar parce que le 14 octobre, j'avais dit à la population tunisienne, à partir d'Al Jazeera, qu'il faut absolument passer à une phase d'opposition systématique pour faire partir le dictateur et en finir avec la dictature. Parce que si nous ne le faisons pas de façon pacifique, nous allons avoir la violence. Et que nous ne voulons pas la violence et que nous ne pouvons pas l'accepter. Or, il y a une rupture donc, des relations diplomatiques parce que j'avais tenu ce message. 4 semaines après, on a la violence sur Al Jazeera. 4 semaines après, on a eu la violence. Mais c'était tout simplement prévisible. Je veux dire que le degré d'enfermement dans lequel le dictateur a mis la population tunisienne, mais le degré dans ce cas précis, M. Marzouki, oui. est-ce que c'est pas du devoir de n'importe quel régime, n'importe quelle police, n'importe quelle armée d'intervenir si elle sait qu'un groupe terroriste prépare des attentats? Écoutez, moi je dis que la violence, cette violence qui vient d'avoir lieu en Tunisie est absolument injustifiable. On ne peut pas la justifier, on ne peut pas l'accepter, et je la rejette autant que n'importe quel Tunisien. Mais elle est explicable. Je veux dire que tout a été fait pour pousser à cette situation. Il n'y existe plus aucune liberté d'expression, aucune liberté de mouvement, à telle enseigne que hier, la Ligue tunisienne des droits de l'homme s'est vue refuser donc la tenue de son Conseil national. Je veux dire qu'aujourd'hui, toutes les associations sont muselées en Tunisie. La Ligue des droits de l'homme, le Conseil national pour les libertés publiques, le Conseil pour la magistrature, etc. Les partis politiques sont interdits, le pays est bouclé, et tout cela dans un climat délétère de corruption tous azimuts. Est-ce que vous considérez par exemple que l'état des libertés publiques est plus avantageux au Maroc ou en Algérie aujourd'hui? Infiniment mieux. Mais pourtant vous observez bien que le problème du terrorisme et des groupes salafistes et djihadistes se pose aussi de la même manière dans ces pays-là. Donc dans quelle mesure ça a à voir avec la nature du régime au fond? Mais écoutez, ça a à voir avec la nature du régime dans la mesure où probablement... D'ailleurs, je voudrais rappeler une chose, c'est que le gouvernement tunisien s'est toujours d'abord présenté comme une démocratie, plus droit de l'homme comme tumeur, etc. Bon, aujourd'hui, personne n'y croit. Mais il y a 2 idées qu'il a essayé de faire accepter, et je dirais avaler. C'est que premièrement, il est arrivé à éliminer l'islamisme à partir du moment où il avait fait écraser un mouvement islamiste pacifique comme Ennahda. Et deuxièmement, de faire croire à la stabilité.
Or, pour tous ceux qui vivent en Tunisie, ils savent très bien que, premièrement, l'islamisme n'a pas été éradiqué. Bien au contraire, on voit aujourd'hui une réislamisation sauvage du pays. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui vont en Irak apprendre le maniement des armes, tellement le pays étouffe sous la chape de plomb de la dictature. Et ensuite, deuxièmement, cette stabilité a été toujours une stabilité de marigot, c'est-à-dire à la surface, on a l'impression que c'est calme, mais en profondeur, ça pourrit. Je voudrais vous demander, Madame Soulassi, est-ce que vous ne croyez pas que le régime du président Ben Ali a intérêt quand même à s'appuyer sur des démocrates comme M. Marzouki, justement dans la lutte contre les islamistes, plutôt que d'en faire des opposants résolus? Il va nous raconter, peut-être si on a le temps tout à l'heure, ce qui lui est arrivé quand il est rentré en Tunisie. Écoutez, d'abord, nous sommes venus pour parler, et c'est pas notre sujet de parler de ça. Il y aura d'autres débats où on pourrait. Bon, mais un peu le problème de la démocratie dans le monde arabe aussi. Aujourd'hui, on est venu parler de salafisme bon, moi je ne suis pas d'accord que à l'origine c'est l'enfermement, pas du tout. Vous voyez très bien que dans les plus grandes démocraties, ces groupes obscurantistes, dangereux, agissent et menacent. Mais ma question, c'est est-ce que vous ne lutteriez pas, sur deux plans, est-ce que vous ne lutteriez pas mieux contre les islamistes, d'abord avec une coopération internationale, puisqu'on voit que c'est un problème international, et deuxièmement avec une coopération avec des gens qui sont peut-être des opposants, mais des opposants qui sont dans un cadre démocratique. Vous avez raison, monsieur Attal. Le processus démocratique en Tunisie n'est pas interrompu. Je peux vous témoigner de ça. Je suis dans un Sénat où je vote contre des articles de loi où, si M. Marzouki lit la presse, et je suis sûr qu'il la lit, et les comptes rendus reproduits, les comptes rendus de mes interventions et des interventions d'autres indépendants. Pourquoi, par exemple, M. Marzouki, quand il a voulu revenir en Tunisie, on l'a immédiatement convoqué chez un juge d'instruction? Il verra que je défends la liberté d'expression sans en être inquiété. Je réclame la parole. Est-ce que vous êtes favorable à ce que M. Marzouki, par exemple, puisse rentrer en Tunisie et s'exprimer librement comme il le souhaite? D'abord, il rentre en Tunisie. Il intervient sur des chaînes, internationales et il s'exprime et il rentre en Tunisie. Bon. Donc, s'il y avait une véritable D'abord, aujourd'hui, ça prouve qu'on peut s'exprimer, on parlait aux Tunisiens sur France 24 ou sur Al Jazeera sans avoir besoin d'être en Tunisie. Déjà, d'abord, lutter contre le salafisme, c'est lutter contre la pauvreté, c'est développer le pays, un pays qui est fragilisé, qui est fragile de par son manque de moyens naturels, et donc la prudence et de rigueur, et elle est dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt du citoyen tunisien et dans l'intérêt de nos visiteurs. C'est un pays qui n'a pas de ressources naturelles, qui, dans l'économie, repose, entre autres, sur le tourisme, et il est de notre devoir de protéger nos visiteurs, de protéger le citoyen tunisien et de protéger nos visiteurs. Est-ce que juste une dernière question, parce qu'on va manquer de temps. Contre ce salafisme, c'est développer le pays. Juste un dernier mot. Est-ce que vous avez définitivement renoncé à retourner en Tunisie, puisque écoutez, je ne peux même plus marcher dans la rue. Je veux dire, la technique du régime, c'est de lâcher derrière moi des voyous. Et j'ai failli être lynché par une foule de voyous devant la prison du Kef, où je suis à porter mon témoignage de sympathie à un prisonnier politique. Ce que je voudrais dire, ce que les gens doivent absolument comprendre, c'est que en Tunisie, il y a 3 problèmes. La corruption à ciel ouvert. La femme est libre, une corruption à ciel ouvert, une répression systématique et une absence de liberté. Merci beaucoup. Il faut qu'on en reste là. Et c'est ça qui est à l'origine de cette explosion. Il faut qu'on en reste là pour le journal. Merci. On se retrouve pour la suite du débat avec d'autres intervenants après le journal. Merci beaucoup. À tout de suite.
La suite du débat de France 24 consacré à la Tunisie et aux dangers islamistes avec deux experts maintenant, deux universitaires qui sont Pierre Vermeuren à mes côtés, qui est historien et qui a écrit notamment Maghreb, la démocratie impossible, point d'interrogation, tout un programme, et en direct de Marseille, François Burgat qui lui est chercheur au CNRS, spécialiste aussi du Maghreb et enseignant à l'université d'Aix-en-Provence. Pierre Vermeuren, la démocratie impossible au Maghreb, ça s'applique à la Tunisie? On a eu tout à l'heure ce débat entre, parfois même un peu caricatural, entre nos deux Tunisiens. Il faut se rappeler les conditions dans lesquelles Ben Ali est venu au pouvoir en 1987, puisqu'à l'époque, Bourguiba, vieillissant et probablement sénile, avait laissé une situation politique se dégrader, et une ouverture politique a été proposée à la fois à la gauche et aux islamistes. Puis en 1990-91, il y a eu un tournant, prétextant l'évolution de la situation algérienne, et le pouvoir s'est brutalement retourné contre les islamistes qu'il avait sortis de prison. Et de fil en aiguille, la répression politique a touché finalement tous les courants politiques au nom de la lutte contre l'islamisme. Dans quelle mesure cette crainte est fondée? C'est-à-dire que, en gros, ce que vous expliquez, c'est que le pouvoir s'est rendu compte que si la démocratisation continuait, ça aboutirait inéluctablement à l'arrivée au pouvoir des islamistes, c'est ça? C'est une peur que partagent l'ensemble des gouvernements de la région, pour ne pas dire du monde arabe, puisque la mouvance islamiste au sens large, c'est un mot valise, représente une part très importante de l'opinion publique, notamment en Tunisie, mais ailleurs. Alors la question est de savoir, est-ce que la dictature ou un régime autoritaire, c'est pas un jugement de valeur, mais on peut appeler ça comme on veut, est le meilleur moyen de lutter en développant l'économie contre cette tendance politique, ou bien au contraire, est-ce que c'est en ouvrant le jeu politique, notamment à cette fraction, fût-ce de manière encadrée, qu'on pourra remettre en cause. Bon. Si vous permettez, juste, en France, on a souvent l'idée que l'islamisme, on a l'idée que c'est quelque chose qui s'apparente au fascisme, si on veut parler de culture nationale française ou européenne. Mon point de vue est un peu différent. Il est évident qu'il y a des groupes radicaux extrêmement violents et il faut les sortir du jeu, mais dans le jeu politique, il y a aussi un large spectre de l'islamisme politique. Ce que propose quand même, on va passer à François Burgat pour lui poser la question, et ce que proposent les islamistes tunisiens, quand même sur un certain nombre de plans, que ce soit les droits des femmes ou les mœurs en général, c'est quand même aussi un retour en arrière, non, François Burgat? Pas nécessairement à mon sens. Ce qui me paraît important au niveau terminologique, c'est de dissocier, c'est de ne plus ou moins spontanément employer le terme islamiste comme un équivalent de la catastrophe qui s'abattrait sur une région. Il y a une génération politique qui a une propension à mettre en avant son appartenance culturelle et religieuse musulmane. Et puis, à l'intérieur de ce mot-là, cela a été dit par mon collègue Vermeuren, il y a pas tout l'inverse et son contraire, mais il y a un paysage politique extrêmement changeant. Le terme islamiste, ça va des talibans jusqu'à Erdogan. Ça peut produire des majorités politiques aussi, je dirais, banalisées que l'est le gouvernement turc actuel, et puis des expressions radicales. Mais les expressions radicales ne sont pas explicables par le vocabulaire qu'emploient les gens, par le fait qu'ils parlent musulman, mais par des paramètres tout à fait profanes qui sont liés à l'environnement. Alors, quand on a de la violence politique, généralement, c'est pas parce qu'on a l'usage de la culture musulmane, c'est parce qu'on a le verrouillage du champ politique où les tensions pourraient se régler de façon légaliste et institutionnalisée. François Burgat, le cas de la Tunisie. Oui. Juste un mot, parce qu'on a eu l'exemple dont on a beaucoup parlé à l'époque du fils en Algérie. Quand même si, laissons de côté les djihadistes pour l'instant, dont on parlera tout à l'heure, qui sont peut-être en cause dans les événements dont on parlait au début de l'émission. Mais le discours que tenait le fils était quand même un discours très réactionnaire, quand même, et pas du tout comparable à celui des islamistes turcs, par exemple. Sylvain Attal, la question telle qu'on doit la poser, c'est est-ce que les forces politiques qui sont dans les urnes arabes aujourd'hui sont significativement moins capables que les élites au pouvoir de faire progresser ce processus très difficile, très complexe, qui est celui de la libéralisation politique et de la modernisation sociale. Eh bien, personnellement, après avoir écrit un certain nombre d'ouvrages sur cette question dans cette région du monde où j'ai vécu 18 ans, j'ai tendance à dire que ce processus très complexe, très difficile, très exigeant,
la petite élite qui nous est familière parce qu'elle nous dit ce qu'on a envie d'entendre dans la langue qu'on connaît n'a pas le monopole de la modernisation sociale ou de la libéralisation politique. En d'autres termes, pour ne pas parler la langue de bois, les intérêts des femmes ne sont pas plus significativement en danger dans la génération politique qui sortirait des urnes, qui serait quand même choisie par une majorité de la population, qu'ils ne sont actuellement par des régimes qui radicalisent leur société parce qu'ils interdisent tout débat politique qui puisse déboucher sur une régulation, sur une transaction, sur une réconciliation qui soit véritablement crédible parce qu'elle aura une portée politique. J'ai l'impression qu'on est dans un débat toujours le même sur la peste et le choléra, en fond, mais si je me souviens bien, le fils, par exemple, qui s'était présenté aux élections, avait bien dit de peu de cas qu'il faisait de la démocratie et des élections s'il arrivait au pouvoir, non? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il y a alors là, ce débat-là est très largement documenté. Ne confondez pas l'expression politique du régime algérien qui a poussé très loin les limites de la désinformation et puis les sources dont nous disposons pour analyser le discours, par exemple d'Abdelkader Hachani, qui est l'un de ceux qui ont été assassinés en Algérie. Non, l'attitude à l'égard de la démocratie est infiniment plus ambivalente que celle que vous définissez. Et maintenant, tous les courants islamistes dans cette région du monde ont explicitement admis les enjeux de la compétition électorale et la nécessité qui serait la leur de quitter le pouvoir s'ils étaient désavoués par les urnes. Alors que nous avons une réalité qui n'est pas virtuelle, c'est des pouvoirs qui se maintiennent avec des lois d'exception depuis 25 ans, comme c'est le cas en Égypte, ou qui sont, on va dire, réélus à vie avec l'assentiment de l'environnement occidental. Alors Pierre Vermeuren, moi je pense que... Je vais passer la parole à Pierre Vermeuren. Donc, François Burgat ferait volontiers le pari donc d'une certaine forme de démocratisation, même si c'est au prix des islamistes au pouvoir. Est-ce que vous pensez que c'est un pari trop risqué ou pas? Non, je pense que c'est c'est un pari relativement incontournable à moyen terme dans la région, dans la mesure où si vous prenez les différents pays du Maghreb, l'islamisme politique aujourd'hui représente pratiquement la seule force politique avec un ancrage social important. Je vais vous donner une petite comparaison pour sortir de ce champ. Il y a quelques années au Maroc, pays que je connais bien, on disait il ne peut pas y avoir de vote et d'élection parce que la population est analphabète. Mais le problème, c'est que pendant longtemps, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, le pouvoir a organisé l'analphabétisme justement pour laisser la population dans l'ignorance. Et vous voyez, le problème, c'est que si on transfère ça au niveau politique et de l'islamisme, on est dans un cercle vicieux actuellement dont il faudra bien sortir d'une manière ou d'une autre. Les islamistes vont faire progresser l'éducation et quel type d'éducation? Est-ce que ce sera uniquement le Coran ou aussi tout type d'éducation? Il faut se poser ce genre de questions. Oui, absolument, mais vous savez, il ne faut pas être naïf, je suis d'accord avec vous. Simplement, aujourd'hui, je vous dis, la société maghrébine, elle est dans cette... Bon, il faut distinguer l'Afrique du Nord du Proche-Orient. Il ne faut pas oublier que l'Afrique du Nord, je ne parle pas de l'Égypte... Vous pensez que l'islamisme est moins dur au Maghreb? Non, mais l'ouverture de l'Afrique du Nord est importante sur l'Europe, à travers l'immigration, à travers le tourisme, à travers la langue. Il y a des millions d'immigrés qui reviennent chaque année. Et les Maghrébins, notamment les Algériens, les Marocains, regardent beaucoup les télévisions françaises ou européennes, même dans le cas des Tunisiens, la télévision italienne. Donc on ne peut pas assimiler, vous voyez, la culture politique, l'ouverture, la transformation de la société est quelque chose de très important au niveau de la famille. Cette ouverture, elle est à double tranchant parce que, alors là, on en vient plus à ce qui s'est passé à la fin du mois de décembre, au début du mois de janvier. C'est que d'abord, on constate qu'il y a toujours plus islamistes que soi, parce que les groupes djihadistes, salafistes de combat, sont dans une attitude extrêmement radicale. Et François Burgat, est-ce que vous pensez que ce qu'ils visent à moyen terme, c'est les pays dans lesquels ils sont installés ou l'Europe où ils viendraient commettre des attentats? Écoutez, pour l'instant, le déficit de la régulation politique est grave à 3 niveaux. Au niveau mondial, c'est-à-dire que la politique américaine dans cette région du monde est perçue, à tort ou à raison, pas tout le temps à tort, par une partie des peuples disons, du monde musulman ou des régions pétrolières comme étant agressives et comme soutenant des pouvoirs illégitimes. Il y a le conflit israélo-arabe dont vous savez très très bien qu'il irradie une espèce de sentiment que, bon, il y a 2 poids et 2 mesures et que les conduites légales ne sont pas rémunérées par la collectivité internationale. Et puis, il y a le dysfonctionnement de ce que j'appelle des fois, en exagérant un petit peu, les Pinochet arabes, c'est-à-dire des régimes qui sont autorisés par l'environnement international à substituer les raccourcis de la répression aux exigences de la représentation. Eh bien,
réglons ces problèmes de dysfonctionnement politique. Après, on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur du voisin. On a vécu, depuis que le monde existe, en regardant les appétits du voisin sur notre propre territoire. Mais la façon réaliste de défendre nos intérêts, bien compris dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas de verrouiller la formule politique de nos voisins et de leur donner un blanc-seing dans leurs performances répressives en se disant ils vont nous protéger du ressentiment de la génération montante. Je pense qu'il faut faire le pari d'une certaine ouverture politique tout en ayant conscience, tout en étant réaliste. Nous ne sommes plus au XIXe siècle. Nous ne sommes plus à la moitié du XXe siècle. Nous ne sommes plus dans une situation d'hégémonie naturelle telle que nous l'avons vécue au cours du siècle écoulé. Nous sommes dans une situation où, effectivement, un certain nombre de cartes sont en train d'être redistribuées et que une notion de partage, qui est un mot qu'on n'aime pas beaucoup prononcer, va devoir faire partie des mœurs politiques sur la scène internationale. Vous avez parlé ça implique, de notre part, la perte d'un certain nombre de privilèges. Vous avez parlé tout à l'heure du conflit israélo-arabe. Finalement, est-ce que l'endroit où ça n'a pas été tenté jusqu'au bout, c'est pas finalement avec les élections palestiniennes qui ont mis au pouvoir le Hamas, avec la situation de blocage que l'on connaît aujourd'hui, et c'est les Américains qui ont poussé dans cette direction? Mais qui est responsable de la situation de blocage? D'où vient la situation de blocage? Pourquoi voulons-nous qu'ait lieu un coup d'État pour empêcher le gouvernement palestinien de gouverner alors que nous avons arrêter le soutien budgétaire essentiel parce que les conditions de fonctionnement de l'économie palestinienne ne sont pas normales. Nous ne laissons pas l'expérience du Hamas se dérouler jusqu'à son terme. Nous bloquons sur une fiction rhétorique qui est celle de la non-reconnaissance d'Israël par le Hamas, et on ne pose jamais la question de savoir pourquoi n'y a-t-il pas une reconnaissance de l'État palestinien réciproque et corollaire vis-à-vis de l'État palestinien de la part d'Israël. Alors, bon, laissons l'expérience de gouvernement du Hamas se dérouler dans une atmosphère normale. Si les islamistes ne sont capables que d'échouer, s'ils n'ont aucune théorie économique, s'ils n'ont aucune capacité de mobilisation, si toutes les femmes sont contre eux, si les enfants les détestent et si les vieillards veulent s'en débarrasser, on le saura assez vite. Et à ce moment-là, ils disparaîtront des urnes arabes. Et pour l'instant, on a toutes les raisons de penser que nous sommes très très loin d'une telle situation.